Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la Cité du Vin. On est ravis de vous accueillir ce soir pour une conférence des Vendanges du Savoir sur le phylloxéra, qui est apparemment toujours là. Donc Nathalie Ola va nous en présenter un peu plus par rapport à ça. On est une nouvelle fois ravis d'accueillir les Vendanges du Savoir dans notre auditorium pour cette nouvelle conférence. Donc on va avoir à peu près 1 heure de conférence. À la suite de ça, on aura 20 à 30 minutes de questions-réponses. Donc si vous avez des questions au cours de la conférence, retenez-les bien pour la suite. Pour l'ensemble des participants qui sont sur Zoom, je vous invite à nous faire part de la moindre remarque technique en début de conférence si jamais vous rencontrez le moindre souci. Et à la suite, pour vos questions-réponses, on aura la possibilité aussi de les retranscrire. Il faudra juste poser vos questions dans la rubrique Q&R de la plateforme Zoom. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je vous souhaite une très belle conférence. Merci encore à vous d'être là ce soir et je vais passer la parole à Alain Blanchard pour vous présenter cette conférence. Merci beaucoup. Merci. Oui, donc on est ravis d'accueillir Nathalie Ola ce soir pour cette nouvelle édition des conférences des Vendanges du Savoir à la Cité du Vin. Alors, vous le savez maintenant, en fait, ces Vendanges du Savoir, c'est une opération culturelle qui associe les deux universités bordelaises, l'Université de Bordeaux et l'Université Bordeaux-Montaigne. Et puis, en fait, dans les remerciements aussi, sur ma gauche, on a un mécène qui est la société Baron Philippe de Rothschild, qu'il faut toujours, bien sûr, remercier. Alors voilà, maintenant que c'est fait, en fait, Nathalie Ola, 2 mots d'abord sur son parcours. Alors on la connaît bien parce que à l'Institut des sciences de la vigne et du vin, elle dirige l'un des très gros laboratoires. Alors je prends toujours mon élan pour dire le nom du laboratoire, donc l'écophysiologie et la génomique fonctionnelle de la vigne, GFV en abrégé, ça va plus facilement. Donc elle dirige ce laboratoire depuis quelques années. Elle a un parcours assez classique avec une thèse de doctorat sous la direction de Jean-Pierre Godillère, qui est un personnage connu dans le domaine à Bordeaux. Et puis en fait, elle a participé à de très grands programmes de recherche et elle est notamment connue dans la presse récemment, on en a parlé, pour tous ses travaux en partenariat aussi avec l'université de Montpellier, enfin le site de Montpellier bien sûr, avec un grand projet qui s'appelle ou qui s'appelait, je ne sais pas s'il faut le mettre au passé, la cave, et qui étudiait finalement l'impact du changement climatique sur la viticulture française et les adaptations nécessaires à ce changement climatique. Elle est aussi en fait une des responsables d'un grand projet régional qu'on appelle VitiRêve, et au total plus d'une centaine de publications dans les revues internationales à comité de lecture. Alors comme elle est modeste, je vais le dire aussi, elle a reçu aussi des nombreux prix, et pour plus récemment, on peut citer un prix de l'Académie d'agriculture de France, justement pour l'analyse des impacts du changement climatique en viticulture, et puis un prix aussi en fait de l'Académie nationale des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux, voilà, pour ses recherches également sur le changement climatique. Voilà. Alors en fait, le sujet, on en avait discuté avec Nathalie, elle va nous présenter pour voir l'intérêt de ce sujet qui est évident, mais en fait, l'idée générale, c'est qu'on pense qu'il est toujours bon finalement de revisiter le passé pour éclairer le présent. C'est un peu ça la thématique, parce que le phylloxéra, on pourrait dire finalement c'est passé, mais finalement c'est très important de regarder comment la viticulture a subi d'abord cette crise et comment en fait elle s'en est sortie de cette crise. Avec des sursauts, avec des difficultés, c'est sûr. Mais en fait, je crois que ce qu'il faut en tirer, moi ce que j'en tire en tout cas, c'est un message d'optimisme, parce que de toute façon, malgré la violence de cette crise, eh bien, en fait, la viticulture a trouvé des solutions. Et je pense que ça peut nous donner de l'espoir pour les crises qu'on affronte aujourd'hui. Nathalie, je te laisse
pour à peu près 1 heure pour cet exposé. Voilà. Merci beaucoup Alain et merci d'avoir introduit parce que c'était vraiment important ce que tu as dit sur l'espoir. Tout d'abord, je vous remercie la Cité du Vin de me donner la parole sur cette question-là, et puis je vous remercie vous d'être présents ainsi que les personnes qui sont en ligne. Alors personnellement, oui, je travaille sur le changement climatique, mais plus particulièrement sur un aspect qui est très lié au phylloxéra, puisque c'est la question des porte-greffes, et donc ça m'a amené à m'intéresser au phylloxéra, et puis à avoir envie d'en parler, comme l'a dit Alain, pour essayer de bien connaître quel est le passé, hein, et de qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce passé. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ce petit puceron qui est pas plus gros qu'une tête d'épingle, hein, 150 ans après son apparition en France, plus de 150 ans, fait encore couler tant d'encre et excite notre curiosité. Alors, on parle souvent de l'ère pré-phylloxérique, un peu comme un rêve perdu, hein, un monde qu'on ne peut plus retrouver. Et bon, j'ai eu envie d'en parler avec vous. Et pour commencer, ça va reprendre un petit peu ce que Alain a dit. J'ai souhaité citer un texte de Gustave Foueix, qui était l'inspecteur général de la viticulture, et il a eu ses propos à l'occasion de l'exposition universelle organisée en 1900. L'histoire de l'agriculture ne nous a conservé à aucun moment, et pour aucune autre plante cultivée, le souvenir d'une crise aussi grave que celle traversée par les vignes de l'ancien continent lorsqu'elles furent envahies par le phylloxéra. Elles furent en effet atteintes dans leur production, comme elles l'avaient été au temps de l'oïdium, mais dans une existence même de la France, la première envahie par le fléau vit disparaître en peu d'années les vignobles les plus luxuriants et les plus prospères qui représentaient une partie importante de sa fortune nationale. C'est cette circonstance qui l'a amené la première à rechercher les moyens de combattre le nouveau parasite et de réparer les effets de son action dévastatrice. Elle s'est livrée à cette étude avec une ardeur qui explique suffisamment l'importance des intérêts engagés en cette affaire, et grâce au concours de ses viticulteurs et de ses savants, activement appuyés par le gouvernement et le Parlement. Elle est arrivée à réparer ses pertes et à assurer l'avenir de sa viticulture en la rétablissant sur des bases solides et en s'améliorant les procédés et en augmentant la production de telle sorte qu'on peut en regarder l'état actuel comme sensiblement supérieur à ce qu'il était avant ces désastres. Il me semble important, voilà, d'introduire, et mon propos va être une espèce de... Je vais faire des allers-retours entre le passé et le présent, bien pour parler de ce phylloxéra. D'abord, rappeler le contexte, hein, de la période où le phylloxéra a envahi le vignoble français et globalement les vignobles de l'Europe et des autres pays viticoles. Apporter quelques éléments sur qui est-il et d'où vient-il et comment il a envahi ce vignoble. Et puis, comment il a pu tuer la vigne, hein, en grande partie. On verra les dégâts que ça a fait. Et venir sur la fin, sur la manière de s'en prémunir et de voir si c'est encore une menace aujourd'hui et s'il faut continuer des recherches sur le sujet. Alors, quel est le contexte? Eh bien, le contexte, c'est une viticulture du 19e siècle qui est un des plus beaux fleurons de l'agriculture française et qui est florissante. On dit, il y a 20 ans, la viticulture française et surtout la viticulture méridionale traversait une phase de prospérité réellement admirable. Elle était, la Révolution française a conduit à un certain nombre de réformes qui ont fait tomber un certain nombre de contraintes à la culture de la vigne. En même temps, c'était aussi un siècle de développement des pratiques agronomiques. On connaissait un peu mieux la manière de cultiver les plantes, par exemple en développant les questions liées à la fertilisation. Il y avait également le développement de la mécanisation avec des nouveaux outils, des questions liées également à la force animale utilisée dans les vignobles. Et ça, c'était pour la production.
Mais ce qui se passait, c'est que le marché et les échanges en matière de vin se développaient considérablement. Et il y avait un marché à la fois pour des grands vins fins, mais aussi pour des vins de masse, avec le développement de la consommation, le développement de l'industrialisation et de la population ouvrière. Donc finalement, cette viticulture, elle ne connaissait pas de problème. Elle permettait aux viticulteurs de bien vivre et tout allait bien dans le meilleur du monde. Donc le vin avait une place tout à fait particulière, et si on regarde ce qu'a dit le docteur Guyot, qui était aussi un éminent chercheur en viticulture, il parle du vin à ce moment-là. Le vin est la boisson alimentaire la plus précieuse et la plus énergique. Son usage habituel au repas de la famille épargne un tiers du pain et de la viande. Et plus que le pain et la viande, le vin stimule la force du corps, échauffe le cœur, développe l'esprit et la sociabilité. Il donne l'activité, la décision, le courage et le contentement dans le travail et dans toute action. Donc voilà, c'est la vision de la viticulture et du vin à l'époque, à peu près au milieu du 19e siècle. Et puis, c'est une période aussi où il y a un développement des échanges importants, et notamment avec le continent nord-américain. Et on s'intéresse à la botanique. On crée des collections à la fois de cépages français. On cite au début du 19e siècle Chaptal, qui était ministre de l'Intérieur et qui a décidé de mettre un peu de l'ordre dans toute la synonymie des cépages et de créer au Jardin du Luxembourg à Paris une collection ampélographique. Mais ce travail-là de collection, il se multipliait un peu dans toutes les régions françaises, et des pépiniéristes en France importaient des variétés de vignes d'Amérique du Nord, où il y avait une très grande diversité, et les installer dans leur collection. Donc il y avait une collection à Floirac, qui était la propriété de Léo Lallemand. Il y avait aussi une collection importante avec au moins une vingtaine d'espèces dans le Gard, près de Tarascon, dans les pépinières des frères Audibert. Et ils redistribuaient ce matériel un petit peu dans toute la France pour étudier le comportement de ces variétés américaines, voir comment elles s'habituaient au terrain, quel type de vin elles produisaient. Et puis, une première secousse, un tout petit peu avant 1850, 1848, une maladie arrive, c'est l'oïdium. L'oïdium, c'est un champignon qui va très vite envahir à une vitesse prodigieuse, on va dire, l'ensemble du vignoble français. On dit que entre 1851 et 1854, à peu près 60% de la production a baissé. La production qui était très importante, elle baisse en 1854, à la fois en France. Je crois qu'on produisait 39 millions d'hectolitres de vin en 1851 et plus que 11 millions en 1854. Ça, c'est les régions comme Bordeaux, mais aussi le Midi méditerranéen ont été frappées par cette première secousse. Mais en matière d'oïdium, la solution a été trouvée très vite. Elle avait été trouvée même depuis 1850 par des jardiniers du potager du roi à Versailles, mais également dans d'autres jardins, qui avaient réussi à enrayer les épidémies en utilisant le soufre. Et ça a été ce qui a été le plus compliqué, c'est de pouvoir faire ce traitement avec du soufre à l'échelle des vignobles sur des grandes superficies. Et c'est plus le développement des équipements pour soufrer qui a ralenti le fait de pouvoir contrôler ce pathogène que de trouver une solution. Donc dès 1855-56, on avait la solution. Et on considère que en 1857, l'épidémie était contrôlée, les plantations ont recommencé,
Et en 1867, le vignoble français avait une superficie de 2,3 millions d'hectares. Hein. Alors aujourd'hui, on est entre 780 et 800 000 hectares, voyez. Et on va revenir sur ce chiffre de la superficie du vignoble par la suite, parce qu'à partir de cette période-là, une autre secousse arrive et c'est un autre fléau qui arrive et c'est ce petit puceron. Alors, il appartient à la famille des phylloxéridés et il avait été déjà décrit hein, quand il arrive en France. Hein, il a été décrit aux États-Unis par le docteur Asa Fitch, qui est un entomologiste, en regardant des boursouflures qui étaient présentes sur la surface inférieure des feuilles, comme on voit sur la photographie. Hein. Et de ce fait-là, il avait été nommé Pemphigus vitifolié. Alors, vous allez voir que finalement, pour le même problème, hein, ce même insecte, eh bien, il a connu plusieurs noms et on va expliquer pourquoi il a connu tous ces noms. Alors voilà, il est décrit en 1854, mais aux États-Unis, il crée pas de dégâts et finalement, il passe un peu comme un peu en dessous des radars. Et puis, au début de la décennie 1860, il est détecté à Londres dans des serres, à la fois sur les feuilles et les racines. Et là, on lui donne un autre nom, hein, les entomologistes lui donnent un autre nom. Un peu plus tard, une forme ailée est observée aux États-Unis et on considère d'abord que c'est un autre insecte, hein, une autre espèce. Et on lui donne à ce moment-là le nom de Dactylosphaera vitifolié. Alors, c'est là qu'il commence à arriver en France. Et là, ça commence à vraiment poser des problèmes. Donc, en 1863, on commence à noter des dépérissements dans le sud-est de la France, hein, notamment dans le Gard. Alors au début on n'y fait pas très attention, on va passer rapidement sur les hypothèses qui ont été avancées, peut-être que c'était des champignons, peut-être que c'était le climat, il avait fait un été très sec, mais la mortalité augmente, hein, et en 1867, hein, c'est un vétérinaire d'Arles qui s'appelle Monsieur Delorme qui donne l'alerte et qui adresse une lettre au président du comice agricole d'Aix-en-Provence. Donc il signalait une nouvelle maladie qui se développait très rapidement dans ces vignobles. Alors il écrivait « La plupart des grappes étaient déjà en partie flétries et commençaient à se dessécher, ainsi que l'extrémité des rameaux. En arrachant une souche, je trouvais les racines à peu près aussi malades que les extrémités supérieures, puisque déjà plusieurs racines étaient mortes. La maladie n'avait pas cessé de s'étendre dans toutes les directions, mais toujours de proche en proche. Les pieds morts ou malades occupaient une étendue de 5 hectares environ et leur produit fut à peu près nul. » Donc voyant ça, les viticulteurs, hein, puis les notables commencent à s'inquiéter. Et la Société centrale d'agriculture de Montpellier avait joué un grand rôle pour contrôler le problème de l'oïdium. Donc les mairies et les différents notables de la région du Sud-Est, eh bien, font appel à cette Société centrale d'agriculture de Montpellier, de l'Hérault notamment, et pour qu'il y ait une commission d'enquête qui se déplace sur place pour constater les dégâts et essayer d'identifier le problème. Donc cette commission d'enquête, hein, elle est constituée de 3 personnes qui sont très célèbres. Hein. Elle est constituée de Gaston Basile,
qui est le président de cette Société centrale d'agriculture, de Jules-Émile Planchon, qui est professeur de botanique à l'Université des sciences de Montpellier, et elle est constituée de Félix Sahu, qui est pépiniériste. Et ensemble, ils viennent dans les Bouches-du-Rhône, hein, dans un vignoble, et là, ils commencent à chercher qu'est-ce qui pourrait expliquer le dépérissement de ces souches. Et le 15 juillet 1868, en arrachant des souches, hein, ils découvrent que les racines de vigne sont couvertes d'un petit puceron, et ils l'appellent Rhizaphis vastatrice. Ensuite, ces personnes qui ne sont pas entomologistes demandent des conseils au professeur Signoret, qui est entomologiste à Paris, et ce professeur lui donne un autre nom qui est Phylloxera vastatrice. Des recherches continuent à Montpellier et on s'aperçoit que les galles qui avaient été mises en évidence qui avait été observé aux États-Unis, hein, et pour lequel on avait détecté que ce petit puceron, et on l'avait appelé Pemphigus vitifoliae. On retrouve des galles sur les souches également en France, hein, des galles sur les feuilles, et on se dit que ce phylloxéra qui attaque les racines et qui crée la mortalité des vignes, c'est peut-être le même insecte que celui qui avait été décrit aux États-Unis en 1854. Et on considère qu'à ce moment-là, on a la boucle est bouclée. En fait, c'est le même problème qui ne crée pas vraiment de difficultés de dépérissement dans les vignobles américains qui, en France, continuent à faire des ravages et de sérieux dégâts. L'hypothèse de l'identité, hein, que c'est le même insecte, que le même puceron peut attaquer à la fois les racines et les feuilles, est confirmée par un entomologiste américain, hein, qui s'appelle Riley, et qui vient en France à plusieurs reprises. Alors ça illustre qu'en fait il y avait déjà des coopérations internationales sur ces sujets-là. Il est invité 8 fois en France, hein, par les collègues de Montpellier, et il décrit également ce puceron avec beaucoup d'attention. Alors, maintenant, qui est-il ? Il a eu plusieurs noms et il a plusieurs visages. Donc, il y a beaucoup de travaux, dès lors, qui décrivent un petit peu le cycle biologique de ce puceron, et on s'aperçoit qu'il est particulièrement compliqué. Il peut avoir des formes sans ailes, hein, mais aussi il a des formes ailées. Il peut être, on peut trouver principalement des femelles, mais parfois on trouve des mâles qui sont de plus ou moins grande taille en fonction de la saison. Et sur les racines, il va avoir tendance à piquer, hein, comme on peut le voir sur cette coupe qui a été réalisée par un de mes prédécesseurs dans le laboratoire de viticulture. Mais aussi, on voit cette photo d'un individu ailé qui a été prise par ma collègue Daciana Papura, qui est dans la salle, hein, et qui travaille qui travaille beaucoup sur ces questions de phylloxéra. Donc voilà, il a de multiples visages. Et comment on peut penser que c'est le même insecte, hein ? Alors aujourd'hui, on sait qu'ils ont un cycle, hein, mais à l'époque, c'était assez troublant de se dire que ces différentes formes étaient différentes étapes de la vie de ce phylloxéra. Alors là, vous avez d'autres très belles illustrations qui ont été faites par le professeur Cornu, hein, qui a été un célèbre entomologiste parisien et qui a décrit avec moult détails les différentes phases de développement du phylloxéra. Alors, ça va être peut-être la diapositive la plus compliquée, hein, qui explique le cycle de ce phylloxéra. Alors, si on part d'un organe qu'on va appeler l'œuf d'hiver, de l'œuf d'hiver va naître une fondatrice. Cette fondatrice est femelle. Et c'est une caractéristique du phylloxéra, c'est d'être ce qu'on appelle à reproduction parthénogénétique. C'est-à-dire que la population
est principalement composée de femelles qui pondent des œufs femelles qui, à leur tour, vont donner des individus femelles dans la plus grande partie du cycle. Donc, un cycle peut s'établir sur les feuilles, hein, c'est ce qu'on va appeler le Phylloxera gallicole, hein, et les femelles vont piquer, former des galles sur les feuilles, ces petites galles qu'on a vues tout à l'heure sur une des figures. Vous voyez ici ce petit insecte hein, sur la feuille, sur le dessin du haut, qui se promène sur les feuilles. Il forme une gale et à l'intérieur de cette gale, il pond des œufs. Ces œufs éclosent, hein, redonnent des femelles qui forment des galles un petit peu plus loin et repondent des œufs. À un moment du cycle, certains individus vont descendre le long du tronc et vont aller s'attaquer aux racines. Et de la même manière, en piquant les racines, les individus vont se multiplier, pondre des œufs qui donneront des femelles, etc., etc. Et donc, le cycle peut très bien fonctionner sans étape de sexe au cours du développement du Phylloxera. Cependant, dans certaines régions et à certains stades de l'année, eh bien, certains individus évoluent vers des formes qu'on dit nymphales. Et ces formes nymphales vont donner des individus ailés. Elles vont bien sûr ressortir du sol, hein, retourner dans l'air. Et ces individus ailés, il va y avoir des individus ailés mâles et femelles qui vont produire des œufs mâles et femelles, vont redonner des individus mâles et femelles qui s'accoupleront et formeront ce qu'on appelle un œuf d'hiver. Alors, il y a eu énormément de travaux. Alors, c'est un peu compliqué, hein, notamment pour arriver à identifier toutes ces étapes, mais aussi pour savoir si toutes les étapes se produisent tout le temps. Et il est tout à fait possible que le Phylloxera se multiplie sans que toutes ces étapes se présentent. Et par exemple, l'œuf d'hiver n'est pas obligatoire et des individus peuvent hiberner sur les racines sans aucun problème et reproduire l'épidémie l'année suivante. Alors c'est un système de reproduction qui est extrêmement efficace hein, et ça explique aussi la raison pour laquelle ce parasite a été aussi fulgurant et aussi dommageable. Alors, au départ, on ne savait pas d'où venait ce puceron quand même. Et puis, personne ne pouvait envisager une origine américaine. Même Planchon dit en 1869, l'insecte peut encore être arrivé de quelques régions inconnues, mais cette dernière supposition n'a pas de fondement très solide. L'aliment, rappelez-vous, c'est ce viticulteur pépiniériste à Floirac qui avait importé beaucoup de variétés de vignes américaines hein, depuis 1840 à peu près. Et lui, il dit j'ai rassemblé depuis 20 ans des vignes hein, et sans qu'il y ait le moindre problème. Donc mes labruscas se portaient à ravir. Tout d'un coup, le fléau apparaît sur mes alicantes ou mes grenaches. Donc, pour lui, et il gardera cette idée jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort, une plante qui n'exprime pas de maladie, pas de symptômes, ne peut pas avoir donné la maladie ou ne pas avoir transmis le puceron à une plante qui est malade. Eh bien, bon, il a fait une erreur d'analyse et il gardera ça. Il défendra cette hypothèse jusqu'à la fin. Cependant, il est très très important cette personne pour contribuer à l'étude des vitis américains et de leur résistance au Phylloxera par la suite, et on y reviendra. Pourtant, très vite, l'origine américaine paraît certaine parce que la plupart des foyers se sont développés à proximité d'endroits où on avait mis en collection ces vignes américaines. Et comme je le disais, l'aliment, jusqu'à la fin, il pensait que c'était pas vrai, mais même quand on lui a à peu près démontré l'inverse. Alors,
Très récemment, en fait, des collègues français, et notamment avec la participation importante de collègues à Bordeaux, ont pu démontrer, en utilisant le séquençage de l'ADN du phylloxéra, ils ont pu démontrer d'où est venu le phylloxéra et quelle est la proximité entre les phylloxéras des États-Unis et les phylloxéras d'Europe. Donc sur ces cartes, cette carte du monde, cette map monde, vous pouvez voir en bleu les zones d'origine du phylloxéra et en rouge là où il a été importé, alors en Europe mais aussi dans les vignobles du Nouveau Monde. Grâce au séquençage d'individus de phylloxéra de ces différentes provenances, et dans le petit carré, vous pouvez voir que les différents individus, et qu'on va appeler souches, se sont distribués de manière différente. Et on voit que les souches qui proviennent d'Europe, donc qui sont en rouge, eh bien, elles sont proches de 3 accessions nord-américaines, une accession de l'Illinois, du Wisconsin et aussi de New York. Donc, ça laisse fortement penser qu'il y a en fait eu 2 événements d'introduction de phylloxéra des États-Unis vers la France, donc de l'Illinois et de New York vers la France. Et il y a, grâce aux échantillons analysés, une très forte hypothèse que c'est de France que s'est produit ensuite l'infection des autres vignobles européens. Alors maintenant, comment a progressé l'épidémie à partir de 1868 ? Eh bien, si on regarde le cas du Sud-Est, la flèche rouge pointe l'endroit où on a observé les premiers symptômes. C'était à Pugeot, près de Roquemaure. C'est à peu près en 1863-1865 que les premiers symptômes de dipérissement ont été observés. Rappelez-vous, l'identification du phylloxéra, c'est 1868. Donc, 4-5 ans avant, il y avait déjà des dépérissements, mais on ne savait pas d'où ça venait. Très rapidement, puisque là, c'est les cartes qui ont été faites successivement, en 1867, le foyer s'étend dans le Gard, mais aussi vers l'Est, dans le Vaucluse. Il saute le Rhône et il descend aussi plus au sud, puisqu'on commence à détecter du phylloxéra dans les Bouches-du-Rhône, vers Arles, Les Baux et Saint-Martin-de-Crau. C'est à ce moment-là que la commission d'enquête de la Société centrale d'agriculture ont fait appel à cette commission d'enquête. Alors, en 1873, vous voyez l'étendue en rouge sur la carte, c'est toutes les communes infestées par le phylloxéra. Eh bien, il est présent dans tout le sud-est. Il progresse vers le nord via la vallée du Rhône et il va dans toutes les vallées, la vallée de la Drôme, il atteint l'Hermitage, Condrieu, puis Vienne. Et j'ai rajouté cette petite gravure qui est celle de la visite du professeur Riley en France en 1871 pour venir inspecter les vignobles. Alors bien sûr, le phylloxéra, il n'a pas était que dans le sud-est, mais il y a eu d'autres foyers primaires d'infection, et donc là, eh bien, c'est le foyer girondin qui, vraisemblablement à partir des pépinières de l'aliment à Floirac, s'est étendu dans tout le vignoble. Alors d'abord plutôt vers l'entre-deux-mers, vers le sud-est, mais il a gagné tous les terrains, même les terrains de la rive gauche de la Garonne, peut-être plus tardivement, mais il a été dans toutes les zones viticoles, on a pu observer du phylloxéra. Il y a eu également un foyer très important en Charente qui a progressé extrêmement rapidement. En France, petit à petit, le fléau progresse vers le nord, et ce, malgré un certain nombre de réglementations qui ont été mises en place. Donc, j'en parlerai juste après. Donc, en 1880, 45 départements sont concernés, et puis, en 1900, on considère que tout le vignoble est affecté. Malgré
malgré un certain nombre de réglementations qui ont été mises en place, comme je vous le disais, le 15 juillet 1878, donc 10 ans après la découverte du phylloxéra, la réglementation fait un système de quarantaine. Donc, dans les zones où il n'y a pas de phylloxéra, on ne peut pas introduire de matériel, de nouveaux plants de vignes, hein, que ça soit des vignes européennes ou des vignes américaines. Et on va essayer de détecter les foyers et de les traiter. Il y a des départements intermédiaires où il n'y a que quelques foyers de phylloxéra. Et là, on interdit toujours l'introduction des vignes américaines, mais on subventionne les traitements insecticides. On en reviendra tout à l'heure pour dire qu'est-ce qu'ont été ces traitements insecticides. Et puis, il y a les zones où quasiment tous les vignobles sont détruits. Et là, on autorise la diffusion des variétés américaines et on subventionne également les traitements insecticides. Donc, c'est l'état de la France dans la deuxième moitié du 19e siècle, avec cette mortalité importante, on va le voir maintenant. Et ça, c'est la carte des superficies du vignoble hein, au cours de cette deuxième moitié du 19e siècle. 30% de la superficie disparaît en 20 ans. Donc on était, comme je l'ai dit, autour de 2,3 millions d'hectares en 1870. Hein. Eh bien, on baisse à 1,7 million d'hectares au début du XXe siècle. Donc, c'est une crise majeure. C'est pas une crise uniquement environnementale. Hein, c'est une crise économique. Hein. Tous ces gens qui travaillaient de la vigne et du vin, eh bien, ils perdent leur gagne-pain. Donc, un certain nombre s'acharnent et ils peuvent chercher des solutions. D'autres doivent abandonner la culture de la vigne, partent. Hein, il y a une émigration, ça contribue à la colonisation de l'Algérie, par exemple. C'est des paysans pauvres qui partent là-bas. Et donc, c'est vraiment une crise majeure qui aura des répercussions pendant longtemps. Et là, c'est une autre carte hein, de l'invasion à l'échelle européenne principalement. Mais j'ai listé, je vais pas rentrer dans les détails, les dates à laquelle les premiers foyers sont détectés dans les différents pays européens et dans le monde. Alors, vous voyez, par exemple, le Portugal, c'est quasiment comme la France. Hein. Il y a peut-être eu des introductions différentes d'ailleurs, mais progressivement, à partir de la France, la Suisse, l'Allemagne, l'Australie, aussi par le système des émigrants, se contamine avec le phylloxéra. Alors, les pays européens, alors il faut avoir en tête aussi que c'est une période de guerre. Hein. En 1870 et 1871, on est en guerre hein, contre l'Empire austro-hongrois. Et ça contribue. Donc, il y a des mesures aussi qui sont prises par les différents pays européens pour interdire l'introduction de vignes en provenance de la France. Et puis aujourd'hui, eh bien, c'est la situation. Donc, ça fait une dizaine d'années, mais c'est à peu près toujours la même chose. Hein. Le phylloxéra est présent dans presque tous les vignobles du monde. Hein. Alors, de manière plus ou moins importante. Les points rouges, c'est les pays où il est présent partout. Et puis, il y a quelques petites exceptions où il est peu présent ou pas détecté. Donc, l'île de Chypre, par exemple, est indemne de phylloxéra. On n'en trouve pas vraiment en Chine. Le vignoble arménien, longtemps, une grande partie du vignoble était supposée indemne de phylloxéra. On vient de détecter un certain nombre d'épidémies, de contamination. L'Argentine aussi a un faible taux de contamination avec des populations qui sont peu agressives. Et c'est vrai aussi dans d'autres États, notamment des États-Unis, notamment les États un peu au nord, hein, où les conditions climatiques sont plutôt rudes, hein, notamment l'hiver. Donc voilà, ce phylloxéra, il reste présent, hein, il est toujours présent, bien qu'on ait trouvé une solution pour vivre avec. Alors comment il tue la vigne ? Eh bien, de l'extérieur, il n'y a pas de symptômes très typiques. Ce qu'on voit, c'est des dépérissements en foyer, hein,
Donc ça commence par une souche, hein. On peut voir sur les photos qu'on a des souches qui perdent de la vigueur. Alors vous avez sur les deux une photo par vue aérienne, on voit bien ces foyers un petit peu en taches d'huile, hein, qui s'étalent progressivement dans la parcelle. Et donc c'est une perte de vigueur, les rameaux ne poussent plus, les feuilles jaunissent, elles vont tomber précocement, vous allez avoir des carences pas très typiques, les raisins vont flétrir, et ça c'est les symptômes de phylloxéra. On dit qu'après la première présence du puceron sur les racines, eh bien en 5 à 10 ans, en fonction des types de sol et des autres conditions, eh bien, les vignes expriment des dépérissements qui conduisent sans problème à la mort des souches. Alors, voilà aussi une autre image hein, de ce qu'on peut voir. Là, c'est une expérimentation qui est encore en cours au Portugal. Vous avez des vignes greffées et pour justement supporter, vivre avec le phylloxéra, et des vignes non greffées sur des porte-greffes d'origine américaine. Et on voit les conséquences hein, au bout de 7 à 8 ans. Hein, les vignes du non greffé sont complètement mortes hein, et ne sont plus en mesure d'assurer une production. C'est toujours le cas actuellement. Alors, plus précisément, qu'est-ce que ça crée hein? Alors, on a vu, il attaque les feuilles. Hein. Alors, il va attaquer les feuilles surtout des variétés et des espèces américaines. Hein. Sur l'espèce européenne, hein, qui est Vitis vinifera, eh bien, on voit parfois des gales sur les feuilles. Mais en général, c'est dans des conditions climatiques particulières, notamment dans des terrains un peu humides hein, où le phylloxéra ne peut pas survivre avec une teneur en eau trop importante, et donc il va sortir, il va faire des gales sur les feuilles. Ces gales sur les feuilles, elles sont en général pas mortelles pour la vigne. Bon, ça va un peu baisser l'activité des feuilles, mais ce n'est pas dramatique. Et ce qui attaque et ce qui crée la mortalité, ce sont les piqûres sur les racines. Donc là, j'ai remis la photo que j'avais présentée tout à l'heure d'un phylloxéra qui pique dans une racine. Hein. On peut voir alors ce qu'on appelle son rostre, hein. C'est l'organe que le puceron plante dans les tissus végétaux pour pouvoir aspirer la sève. Vous en avez un dessin magnifique hein, qui a été fait d'après des gravures de Cornu, mais lui, c'est Delamotte qui a fait ce dessin, où on voit comment le phylloxéra pique, et la réaction de la racine, c'est de se déformer. On appelle ça une déformation en bec de perroquet, on en verra tout à l'heure, sous la réaction de la piqûre, hein, et ça forme ce qu'on appelle une gale racinaire ou une nodosité. Donc là, vous voyez encore hein, ces becs de perroquet sur les racines, les jeunes racines de vigne, avec les petits phylloxéra qui sont implantés. La petite flèche rouge montre une larve de phylloxéra qui est implantée, qui pique, et la réaction, c'est cette déformation. Il y en a un petit dessin. On voit à côté, sur l'autre photo, eh bien, une population très importante installée sur les racines, avec cette forme un peu ovoïde plus claire, hein, qui est un œuf. Et puis, le problème est plus grave hein, quand ce sont les racines lignifiées qui sont touchées. Et vous pouvez voir en bas des racines plus vieilles hein, qui sont touchées, qui sont déformées. Ces déformations sont appelées tubérosités et elles vont créer des lésions dans les racines qui peuvent être la porte d'entrée d'autres champignons et qui vont, c'est l'ensemble qui va conduire à la mort des souches. Puisque ça va être des infections secondaires de champignons, mais aussi des dysfonctionnements complets du système racinaire qui ne peut plus absorber l'eau et les éléments minéraux, ce à quoi il est destiné. Et donc, finalement, les souches dépérissent, le système racinaire meurt, les souches dépérissent, et ça conduit à la mortalité du vignoble. Alors juste la dernière photo, ce sont des racines indemnes de phylloxéra. Vous voyez bien la différence entre des racines attaquées par le phylloxéra avec ses tubérosités et les autres qui sont parfaitement lisses. Alors, comment s'en prémunir? Alors, il y a eu énormément de tentatives parce que le cas était très grave et des sommes d'argent étaient promises hein, à celui qui allait trouver.
Alors d'abord, c'était 20 000 francs or, hein, et puis très vite, c'est en 1870, l'État émet une prime, hein, et puis 4 ans après, en 1874, la prime passe à 300 000 francs or, hein, pour celui qui allait trouver la solution. Alors, elle n'a jamais été donnée à quiconque, hein, mais c'est pour dire quel était le problème. Alors, il y a eu plein d'idées, hein, qui ont été émises. Les plus réalistes, je vais en parler maintenant. Alors, la première des choses, vous vous souvenez de cet œuf d'hiver, hein, de cette forme de conservation, et on a pensé à ce moment-là qu'elle avait joué un rôle très important pour que l'épidémie se propage d'une année sur l'autre. Donc, il a été émis l'idée qu'en se débarrassant des œufs d'hiver, eh bien, on réduirait et on interromprait le cycle machiavélique de reproduction du phylloxéra et l'épidémie pourrait cesser. Donc, différents moyens pour éliminer les œufs d'hiver. Vous voyez, certains ont proposé un gant, hein, maillé pour gratter les troncs et éliminer ces œufs d'hiver. Un autre processus qui a eu beaucoup plus de développement, hein, c'est l'utilisation d'insecticides. Et donc les insecticides qui ont été utilisés relativement de manière importante parce que largement subventionnés par le gouvernement étaient le sulfure de carbone et le sulfocarbonate de potassium. Donc ça a été l'époque, hein, et aussi la théorie des sulfuristes qu'en utilisant ces insecticides et en l'enfonçant dans le sol avec des pales, hein, donc il fallait des infrastructures extrêmement importantes pour pouvoir traiter le sol des parcelles, hein, il fallait tuer le phylloxéra dans le sol. Donc on préconisait environ 2 traitements par an et il fallait renouveler le traitement tous les ans. Donc il y a eu toute une activité de conception de pales injecteurs, hein, soit un par un, soit avec des machines qui pompaient de l'eau dans lequel on mettait l'insecticide et qui était envoyé sous pression dans le sol. Donc ça a eu quand même pas mal de retentissement, puisque jusqu'à presque 40 000 hectares de vignes à l'échelle française ont pu être traités, mais ça demandait énormément de main-d'œuvre et surtout c'était extrêmement coûteux. Et puis d'autres idées aussi, puisque les observations ont montré que le phylloxéra se développait assez peu et assez lentement dans les sols dont la teneur en argile était inférieure à 2%. Donc dans les sols très sableux, eh bien, même si on trouve quelquefois quelques phylloxéra, les populations ne peuvent pas se développer de manière importante. Et donc, toute une viticulture des sables s'est développée, notamment dans le sud de la France, hein. Les Salins du Midi, par exemple, hein, qu'on connaît pour leur sel, eh bien, ils ont acquis pas mal de terrain et ils ont planté des vignobles. Et peut-être pas le plus connu, hein, mais celui qui a peut-être le plus de valeur, c'est la collection ampélographique de Vassal, hein, qui est située sur le cordon dunaire entre Agde et Sète, hein, qui est une propriété, cette collection ampélographique, elle a été initiée à Montpellier, hein, du temps du phylloxéra, par Gustave Fouex. Et elle conserve la plus grande diversité de vignes, hein, au monde, donc des dizaines de milliers de cépages, hein, et de vignes américaines. Donc elle est cultivée dans les sables de l'Hérault, hein, du cordon dunaire, non greffés. Et puis il y a eu une autre technique aussi qui a connu ses heures de gloire, c'est la submersion. Puisque certains se sont aperçus qu'en ennoyant les sols, hein, de manière assez continue pendant l'hiver, on disait 40 à 60 jours d'ennoyage, hein, avec une lame d'eau de 15 à 20 cm, eh bien, on pouvait contrôler les populations de phylloxéra. Donc, c'est les essais des submersionnistes. Les vignobles des Palus de la Gironde, hein, ont connu leur essor à ce moment-là, hein, parce qu'il fallait de l'eau, et donc on a pu ainsi, pendant un certain temps, pomper de l'eau et puis ennoyer les vignes pendant l'hiver. Donc il fallait bien sûr des terrains relativement plats, hein, pour pouvoir utiliser cette technique-là.
dans la région Montpellier-Rennes, hein, vous avez peut-être visité l'étang de Montady. Donc c'est une structure qui avait été créée au Moyen Âge pour justement drainer les sols. Hein. Donc c'est une structure en étoile comme ça avec des canaux. Eh bien cette structure, elle a été utilisée également pour ennoyer les vignes pendant la période phylloxérique. Et puis une autre voie s'est présentée, c'était la voie des américanistes. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les premiers pépiniéristes avaient importé des États-Unis des vignes américaines et ils avaient constaté qu'en France, alors que les vignes européennes de l'espèce Vitis vinifera dépérissaient, eh bien, ces vignes américaines, pour la plupart, elles résistaient au phylloxéra. Donc, l'aliment, donc toujours notre Léo l'aliment local, hein, il considère qu'il a été le premier à proposer le greffage des cépages européens, notre Cabernet Sauvignon, notre Merlot, notre Cabernet Franc, sur des porte-greffes d'origine américaine. Au même moment, Gaston Basile, qui faisait partie de la commission à Montpellier, dit qu'il avait aussi proposé, alors il avait proposé de greffer la vigne sur plutôt des vignes vierges, ce qui avait donné des échecs puisque ce n'est pas compatible au greffage dans ce cas-là. Mais l'idée, en fait, d'utiliser cette résistance naturelle des vitis américains comme porte-greffe, eh bien, est née très vite, puisque dès les premiers symptômes, on a eu cette idée-là. Alors, ces vitis, autres que Vitis vinifera, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Alors, il y a une très très grande diversité. Il y a à peu près 30 espèces en Amérique du Nord. Donc, des noms qui vous disent peut-être quelque chose. Vitis riparia, Vitis rupestris, Vitis berlandieri. Et puis, il y a aussi une très grande diversité plutôt en Asie. Mais pour la plupart, les espèces asiatiques, comme elles n'ont pas coévolué avec le phylloxéra, ne vont pas être résistantes. Toutes les espèces américaines ne sont pas résistantes, et notamment Vitis labrusca n'est pas résistante au phylloxéra, alors que d'autres le sont de manière relativement importante, telles que Vitis berlandieri, riparia et rupestris. Alors, ces vignes américaines, eh bien, là, il y a un personnage local aussi très important, qui est Alexis Millardet, qui était professeur de botanique d'abord à Nancy, et puis qui est arrivé à Bordeaux, et qui a mené des études extrêmement détaillées pour étudier la résistance au phylloxéra des vignes américaines. Et il a pu ainsi, dans les années 1875 à peu près, commencer à identifier que l'espèce Vitis riparia était très résistante, ainsi que l'espèce Vitis rupestris, et qu'on pouvait les utiliser comme porte-greffe pour reconstruire le vignoble. Donc de nombreux travaux sur le greffage et l'utilisation de ces vitis américains ont été réalisés, souvent en collaboration avec Montpellier. Il y avait énormément de relations entre des expérimentateurs bordelais ou des chercheurs bordelais, des expérimentateurs montpelliérains, pour essayer de trouver la solution. Et finalement, ils ont réussi à montrer que ça fonctionnait en greffant les Vitis vinifera, nos cépages européens sur ces vignes américaines. Eh bien, on pouvait préserver les vignobles. Au moins, la vigne vivait et ne subissait pas de dépérissement. Il y a eu aussi l'idée de croiser des vitis américains avec des vignes européennes pour faire ce qu'on appelle les hybrides producteurs directs. Mais la qualité a très vite, la qualité des raisins qu'on récoltait sur ces vignes-là, ces vignes hybrides, n'était pas suffisante à ce moment-là. Et ça a été, même si ça a connu un certain succès, ça n'a pas connu autant de succès que l'utilisation des porte-greffes. Donc une activité intense
de croisement entre les différentes espèces américaines pour créer ces porte-greffes a vu le jour en France, hein, à Montpellier, à Bordeaux, et les 3/4 des porte-greffes qu'on utilise encore aujourd'hui ont été créés et sélectionnés à cette époque. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut garder en tête. Ils ont été créés et sélectionnés il y a très longtemps, dans des conditions où la viticulture est très, très différente, mais leur résistance au phylloxéra, leur capacité à faire que la vigne continue à vivre en présence du phylloxéra n'a pas été mise à défaut. Bien sûr, en même temps, s'est développé un nouveau métier, qui était le métier de greffeur et de pépiniériste, parce que même si le greffage de la vigne n'était pas une technique tout à fait novatrice, eh bien là, il fallait la mettre en œuvre à une échelle beaucoup plus importante. Et pour terminer, hein, ce qu'on peut dire, c'est que la reconstitution du vignoble français, ça a pris quand même pas mal de temps. Ça a coûté très cher, hein, parce qu'il a fallu progressivement utiliser ces plants greffés pour reconstituer le vignoble. Je passe sur le fait, la difficulté qui a été rencontrée pour reconstituer le vignoble sur des terres plutôt calcaires, hein, avec de pH élevés. Mais ça aussi fait partie des difficultés qu'ont rencontré les adeptes de ce qu'on dit les américanistes. Donc, on pense qu'elle a été commencée, les premiers vignobles greffés ont été implantés dans l'Hérault, hein, vers 1880, et elle va s'achever un peu dans les années 1920. Alors, elle est quand même marquée par la lutte entre les sulfuristes et les américanistes, hein, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, les traitements aux insecticides étaient subventionnés, hein, et il y avait aussi des controverses, hein, sur l'effet du greffage, que le greffage pourrait modifier le goût des raisins, que c'était une pratique qui pouvait être dangereuse. Et donc, il y a eu quand même des luttes, hein, des controverses pour le développement de cette pratique-là. Donc, en 1884, hein, seulement 50 000 hectares de vignes avaient été replantés avec des vignes américaines. Et puis, petit à petit, cette replantation a progressé. Alors, est-ce que c'est toujours une menace ? Eh bien oui, parce que lorsqu'il existe encore, hein, des vignes pré-phylloxériques, hein, dont certaines sont très réputées, hein, donc une maison de Champagne notamment, qui a maintenant communiqué ouvertement sur le sujet, donc on peut en parler, à des vignes non greffées, hein, qui sont pas toutes d'origine pré-phylloxérique, mais la technique de culture est d'origine pré-phylloxérique. Et depuis quelques années, observent qu'ils ne peuvent plus maintenir le vignoble en état sans le greffer. Et ils ont fait appel à notre expertise, et notamment à celle de ma collègue Daciana, que j'ai citée tout à l'heure, pour essayer de trouver une solution, peut-être en évitant de greffer, hein, comment on pourrait améliorer l'état de la vigne, on y reviendra. Mais ça veut dire que le phylloxéra, il est toujours présent, et il menace toujours les vignobles qui ne sont pas greffés. Donc je remets cette image-là, hein, pour montrer que on n'a pas fait disparaître le phylloxéra, on doit bien continuer à vivre avec. On voit une progression dans les vignobles non greffés dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis il y a des risques liés au changement de pratiques culturelles. Beaucoup de vignobles non greffés, comme en Arménie ou en Argentine, pratiquaient l'irrigation à ce qu'on appelle par gravitaire, l'irrigation gravitaire, c'est-à-dire qu'on fait circuler des grandes quantités d'eau entre les rangs. Et donc, ça fait un petit peu comme la submersion, si vous voulez. Notamment, certains vignobles ont aussi caractérisé par des hivers très froids. Et on peut penser que ces conditions-là permettaient un certain contrôle des populations de phylloxéra. Mais si on change à la fois les conditions climatiques et les pratiques culturelles, l'épidémie pourrait augmenter et créer des problèmes importants, qui pose aussi des problèmes structurels, hein, pour ces vignobles, notamment par exemple en Arménie, parce que les vignobles sont la propriété des petits paysans, mais les raisins sont achetés par des grandes compagnies qui produisent des brandies, hein,
Et si tout d'un coup il y a une disparition, une mortalité importante, à la fois les petits paysans n'auront pas les moyens de replanter leurs vignobles avec des vignes greffées, et les grandes compagnies perdront leurs sources de raisins. Et les grandes compagnies ne veulent pas investir pour tellement replanter les vignobles. Donc ça crée un problème qui n'est pas que le problème environnemental ou lié au phylloxéra. Et puis, même dans les vignobles greffés, on n'est pas à l'abri d'une épidémie nouvelle. On repense à cette recrudescence du phylloxéra dans la Napa Valley dans les années 1980, qui a causé une perte allant jusqu'à 1,5 milliard de dollars. Alors, ils utilisaient des porte-greffes qui n'étaient pas assez résistants. On peut aussi penser à l'effet du changement climatique qui vont conduire à une multiplication plus importante du phylloxéra, à des changements de pratiques et peut-être à des nouvelles souches de phylloxéra qui seraient plus virulentes et qui pourraient contourner la résistance des porte-greffes, bien que depuis 150 ans, on n'ait pas mis en évidence ce genre de phénomène. Donc, on considère que des recherches sont toujours plus que nécessaires sur ces sujets-là pour bien et mieux comprendre la diversité du phylloxéra et des risques de comportement des résistances, mieux connaître la biologie de cet insecte pour mieux connaître les risques, travailler toujours sur la génétique de la résistance chez les vitis et la création de nouveaux porte-greffes, comme pour répondre aussi aux enjeux de la viticulture du XXIe siècle. Et puis peut-être développer des méthodes complémentaires, comme l'utilisation de champignons entomopathogènes qui pourraient contribuer à contrôler les populations de phylloxéra. Donc, pour conclure, il faut quand même bien avoir en tête que ce phylloxéra qui a détruit une grande partie du vignoble français, je le disais, et qui a créé des crises importantes, qui a bouleversé les pratiques viticoles, qui a bouleversé la filière en France, et dont l'une des conséquences, on le sait rarement, mais est à terme la création des appellations d'origine pour lutter contre les processus de fraude qui s'étaient développés, parce que puisqu'on manquait de vin, eh bien tous les moyens étaient permis pour en produire, et donc ça conduit un peu à une dégradation des conditions de production. La qualité des vins n'était plus garantie. Et en 1930, donc presque 80 ans après les débuts du phylloxéra, ça a conduit à des décisions extrêmement importantes et qui ont fait au cours du XXe siècle la richesse de la filière vitivinicole en France. Donc effectivement, ce phylloxéra, c'était il y a 150 ans, mais aujourd'hui, on en vit encore les conséquences, et puis il faut en tirer des enseignements quant à la manière de traiter un problème, une collaboration étroite entre les professionnels et les chercheurs, et puis des collaborations internationales pour essayer de capter tout le savoir disponible. Et pour dire enfin que eh bien, la solution qui s'est développée, qui est le greffage, qui peut être considéré avoir des inconvénients, reste quand même une pratique, la première fois qu'on a utilisé une lutte biologique de manière relativement conséquente, à un coût extrêmement modique, pour lutter contre un problème majeur de la viticulture. Donc il faut tenir gré à ce porte-greffe d'avoir aussi contribué à sauver notre viticulture. Voilà, je vous remercie de votre attention. Très bien. Merci Nathalie pour cet exposé. Alors on a un dispositif avec un micro baladeur sous forme de ce petit cube de mousse. Donc n'hésitez pas en fait à lever la main. On vous
passera le micro. Et puis en fait, ceux qui sont connectés avec Zoom peuvent aussi nous poser des questions. Moi, j'avais, en attendant en fait que la première question arrive, j'en avais eu une en fait. Ce puceron, en fait, il est vraiment inféodé à la vigne. Il n'y a pas de plantes hautes ou de plantes qui peuvent être alors soit des réservoirs, soit éventuellement développer des symptômes. Donc, c'est pas le cas. Non, il est inféodé à la vigne. Alors, il y a d'autres phylloxéras. Il y a un phylloxéra sur le chêne, hein, mais c'est pas. Il est inféodé à la vigne. D'accord. Alors, je me faisais aussi une remarque, c'est qu'en fait, bon, il y a. Alors, après, il y a certaines espèces de vignes, alors qui sont proches, hein, les muscadines par exemple, ou les vignes vierges, hein, qui sont des genres près des vignes, eh bien, vont pas être affectés par le phylloxéra. D'accord. On a une question. Oui, allez-y, il faut parler. Bonsoir. Je suis pas du tout dans le métier viticole, mais ma question, et je trouve qu'il y a des similitudes avec le termite, dans le sens de la reproduction, du cycle de reproduction du termite. Et deuxième chose, j'ai vu sur la carte que les zones, effectivement, où le phylloxéra s'est multiplié, le termite est aussi présent dans ces zones-là. Voilà, juste une observation sur ce sujet. Alors, moi, je ne suis pas du tout entomologiste, mais peut-être Daciana, si tu veux répondre sur la question des termites. Juste à côté de vous, là. Daciana sur le même rang. Voilà. Alors, Daciana, c'est la personne qui travaille le plus sur le phylloxéra en France, je pense, beaucoup plus que moi. Et on a réussi à sauvegarder une toute petite, on est 3-4 en France, à s'intéresser à ces questions, et les personnes qui sont spécialisées sur le phylloxéra lui-même, hein, ils sont 2, on va dire. Voilà, donc ils sont à Bordeaux. Voilà, un commentaire, Tatiana, sur ça. Sur la coexistence des termites sur un même territoire et du phylloxéra. Alors, je ne sais pas si... Sur le même territoire ou par rapport à la plante Ouais. Ouais. Alors. À ma connaissance, non. Mais c'est vrai qu'il s'agit d'un cycle qui est très complexe et la plante haute a une grande importance. Donc les termites sur la vigne, je n'ai pas entendu parler, mais c'est vrai que oui, il y a une proximité au niveau du cycle biologique, ce que vous dites, au niveau du bois. Et bon, pour les termites, il y a le bois qui est mort, en fait, qui est souvent attaqué, et ce n'est pas le cas pour le phylloxéra. Donc phylloxéra, il s'attaque aux racines des vignes, mais c'est au niveau de la surface. Donc il y a des piqûres sur la surface des radicelles même, donc pas que les racines ligneuses. Et comme elle disait très bien ma collègue, ces piqûres-là sont des ports d'entrée qui permettent aux champignons en fait de s'attaquer au bois et on a ce dépérissement des racines, donc c'est pas tout à fait le même mécanisme. Mais oui, c'est vrai qu'au niveau de complexité du cycle, on s'approche. Alors moi, j'avais alors je ne sais pas s'il y a une autre question dans l'Assemblée. En attendant, en fait, moi j'avais alors d'abord une remarque, c'est qu'en fait, on voit bien dans cette période qui a été une période très favorable aux échanges de matériel végétal. En fait, sont apparus en fait plusieurs fléaux. Alors tu as parlé de l'oïdium. On a parlé là bien sûr du phylloxéra, et puis il y a aussi la flavescence dorée. En tout cas, le vecteur de la flavescence dorée en fait serait aussi arrivé en fait des États-Unis par aussi des échanges de matériel végétal. Donc, et le mildiou, hein, un le autre mildiou, fléau. Bien sûr. Voilà. Donc c'est vrai qu'en fait, alors en fait, la question que j'avais en fait, c'est par rapport justement à cette flavescence dorée. Est-ce que des traitements en fait du matériel végétal, des bois en fait par de la chaleur, est-ce que ça tue en fait le phylloxéra, ou est-ce qu'il y a des traitements comme ça qui permettraient d'échanger du matériel végétal en garantissant la disparition des œufs
du phylloxéra? Alors, certainement, hein, c'est pas une pratique vraiment utilisée. Alors, elle est utilisée pour lutter contre la flavescence dorée, mais ça reste une maladie de quarantaine, hein, le phylloxéra, mais il y a énormément d'échanges qui sont. Alors, c'est éventuellement pour les zones où il n'y a pas du tout où il n'y a pas déjà de phylloxéra qui est introduit. Mais en général, eux, ils interdisent carrément l'introduction de matériel. Oui, c'est ça. Ils veulent rester en fait complètement indemnes et dans ce cas-là, ils préfèrent ne plus importer de matériel végétal. Voilà. D'accord. Une autre question dans l'amphi. Oui, voilà. Si on peut le lancer. Hein. Ça résiste. Voilà. J'espère que je dis pas trop. Allez-y. Merci Nathalie pour ta présentation. J'avais une petite question. Donc, on a pu observer du coup des impacts donc, sur les vignobles donc, en France et en Europe. Et je me disais, au-delà de production donc, au vignoble, est-ce que du coup sur les espèces par exemple indigènes, du coup des vitis en France ou en Asie, est-ce qu'on a un avant, un après sur la diversité qui aurait pu être perdue vis-à-vis des espèces sauvages en fait? Alors, lié au phylloxéra. Alors, la question s'est posée avec les vitis sylvestris chez nous, hein, donc la forme sauvage de vinifera, encore présente dans les forêts. Et une des hypothèses était de dire, ben non, regardez, elles ont survécu, elles ne sont pas greffées, donc elles sont résistantes au phylloxéra. Alors, placées dans les mêmes conditions que le vitis vinifera, hein, que les cépages cultivés, elles se montrent aussi sensibles. Donc effectivement, hein, il peut y avoir de la diversité sauvage en Europe, hein, et dans les pays contaminés par le phylloxéra, qui a disparu en lien avec le développement du parasite. Après, c'était souvent dans des zones isolées, donc, où il n'y avait pas des populations très importantes de phylloxéra qui se développaient, et c'est pour ça que certains sont encore passés dans les mailles du filet. Après, la diversité autre, aux États-Unis, la perte de diversité, elle est plus liée à l'urbanisation, hein, à des problèmes de maladies ou de ravageurs. Alors, j'ai quelques questions aussi en ligne. Alors, la première, c'est avant la crise du phylloxéra, pourquoi greffait-on déjà des vignes ? Alors, c'est une pratique qui est décrite déjà dans des écrits très anciens, au moment de l'époque romaine, hein, parler de greffage. Alors, c'était souvent pour changer de cépage, hein, ou alors utiliser un pied qui va être bien adapté à une certaine condition climatique, hein, peut-être à la sécheresse, et mettre dessus un cépage de table très agréable. Donc on utilisait le greffage pour ça, et c'était souvent pour changer de variété. Donc je citais quand ils ont créé l'alicante bouchée un peu avant l'attaque phylloxérique pour changer de cépage dans le Midi méditerranéen. Ils ont surgreffé avec cette alicante bouchée. Donc ça, c'était une pratique. Elle n'était pas répandue, mais elle était connue. Très bien. J'avais une autre question. Est-ce qu'on a une explication en fait de la résistance des vignes américaines? Alors, enfin, tu l'as sous-entendu, c'est-à-dire que c'est comme c'est le Creusot, enfin l'endroit en fait où on a ça a coévolué. Voilà, ça a coévolué. Donc, mais en fait, on n'a pas d'explication. Les mécanismes biologique, sont très peu étudiés. Alors, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'une fois qu'on a eu maîtrisé le problème, il y a eu, comme je disais, pas énormément de recherches qui ont été réalisées pour bien identifier les mécanismes. Donc aujourd'hui, grâce au génome du phylloxéra, grâce à des études nouvelles qui pourraient être entreprises, on pourrait approcher un certain nombre de mécanismes. Donc bon, certains disent que y a une moins grande réaction à la piqûre, par exemple, chez les vitis américains, où la structure du bois n'est pas la même. Donc, c'est des hypothèses qui vont pas forcément fonctionner pour toutes les vitis.
Alors j'ai une question un peu provocatrice là. Est-ce que les velléités récentes pour une viticulture franc de pied, est-ce que ces velléités sont irresponsables? Alors, j'imagine qu'ils prennent des risques, mais voilà, ils il y a un doivent connaître risque, les hein. risques qu'ils prennent. Il y a un risque, tout dépend dans quel type de sol on se trouve. Hein. D'accord. Dans des sols très sableux, on l'a dit tout à l'heure, eh bien ça peut passer. Hein. Il y a des parcelles qui n'ont pas été greffées, qui ont tenu. Hein. Donc mais c'est un très gros risque. Enfin, moi, je dirais pas à quelqu'un, allez-y, hein, parce que ça va tenir 10 ans, et puis au bout de 10 ans, ça peut s'effondrer. Il y avait un étudiant en 2004 qui m'avait contacté pour faire un stage sur le non-greffage. Il était dans une propriété, je crois que c'était dans le Val-de-Loire, et où il y avait une expérimentation de vignes non greffées. Et le problème, c'est qu'elles étaient toujours vivantes, mais elles produisaient quasiment plus. Et voilà. Donc, je ne dirai pas plus de choses. Hein. C'est un très, très gros risque. Et le risque est aussi, si ça se multiplie trop, la population de phylloxéra va aussi se multiplier. Donc, des parcelles isolées peuvent tenir le coup. Mais un très grand nombre de parcelles non greffées, eh bien, la population de phylloxéra va se multiplier, et là, il y a peu de chances que ça passe à travers. Bon, il y a toujours... la probabilité ne va pas être nulle, hein, donc qu'on ne me fasse pas dire que ce n'est pas possible, mais c'est un très très gros risque. Donc moi, je ne le conseillerais pas. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a qu'en est-il, des obligations de greffage ou non, justement en France et dans les pays européens? Est-ce que c'est lié directement aux appellations contrôlées, ou est-ce qu'il y a des obligations Je ne crois pas qu'il y ait d'obligation. Hein. D'accord. Voilà. Donc si les gens ne veulent pas greffer, c'est pas une obligation, parce que alors après, il y avait des obligations liées au type de plan que vous achetez. On peut utiliser, oui. Voilà, dans certains cas, il faut utiliser du matériel certifié, et j'imagine qu'il faut c'est des plants souvent qui sont greffés, mais il n'y a pas d'interdiction de ne pas greffer. D'accord. Alors, tu as mentionné en fait cette utilisation de biocontrôle avec des champignons entomopathogènes. Est-ce que c'est quelque chose qui a déjà été testé dans le vignoble? Qu'en est-il? Alors, c'est en Australie, c'est ça, où il y a eu des expérimentations qui ont commencé, qui ont montré une certaine efficacité, mais les travaux recommencent à Bordeaux. C'est Daciana qui les encadre, et ils vont être donc au laboratoire. Il y a un certain contrôle des populations, et Daciana pourra en dire plus, donc je vais lui laisser la parole. Et puis on va commencer à faire des expérimentations au vignoble, parce qu'il faut que les champignons puissent s'installer. Alors, en complément de contrôle, et notamment dans des vignes anciennes qu'on veut sauvegarder, je pense qu'il faut essayer ce genre de choses. Daciana, tu veux en dire plus sur le champignon en méthode de biocontrôle? Je ne sais pas s'il faut peut-être lui redonner le micro. Voilà, merci. Merci. Nathalie, tu as très bien résumé ce qu'on fait ensemble, d'ailleurs, qu'on travaille depuis maintenant 4 ans sur ce sujet. Donc on a une jeune doctorante, elle est docteur d'ailleurs, qui a des beaux résultats sur l'association de ce champignon aux racines des vignes, Vitis vinifera. Oui. Donc on a réussi à l'associer sans perturber la croissance de la vigne et sans apporter aucun effet négatif. Donc ce champignon a été montré que ça apporte une protection pour d'autres plants au niveau racinaire. Donc nous, on a essayé de l'associer à la vigne, et on espère pouvoir apporter cette alternative pour la protéger contre le phylloxéra. Et oui, on a une publication actuellement qui est envoyée, qui montre qu'on arrive à avoir moins de symptômes au niveau racinaire. Et on essaye de transposer ces travaux sur le terrain. Donc on est tout au début, mais ça peut être une belle alternative.
Ouais, notamment dans ces vignobles qui préexistent. Alors surtout, par exemple, l'Argentine. L'Argentine se préoccupe beaucoup parce qu'elle a des grandes surfaces non greffées. Oui. Et regreffer, passer à des plants greffés, c'est un coût important. Et donc, s'il peut y avoir d'autres complémentaires à peut-être un certain nombre d'autres pratiques, et je pense qu'il faut essayer, quoi. Alors, tu as mentionné aussi dans ton exposé que finalement les porte-greffes américains n'étaient pas forcément, en tout cas ce qu'on a apporté et qu'on a fait des porte-greffes n'était pas forcément adapté à tous les terrains de la viticulture européenne. Et où est-ce qu'on en est là-dessus? C'est-à-dire que ça veut dire qu'il faut toujours continuer à innover dans de nouveaux porte-greffes pour avoir alors on pourrait rajouter le changement climatique aussi dans l'équation, pour avoir finalement une gamme de porte-greffes plus large, qui bien sûr au départ résiste au phylloxéra, mais aussi présente d'autres avantages en termes de viticulture. Est-ce que... Alors, effectivement, parce que les travaux récents montrent qu'en plus, la diversité réellement utilisée pour créer des porte-greffes à l'époque est assez faible. Donc, c'est les 3 espèces principales qui ont été utilisées. C'est Vitis riparia, Vitis rupestris et Vitis berlanderi. Et au sein de ces 3 espèces, il y a toujours une accession majoritaire qui a été utilisée. Et donc, finalement, ça repose sur une petite diversité. Et ça, c'est quand même un risque important. À la fois, on sait jamais, vraiment, la question du contournement se pose toujours. Ouais. Et puis la question de l'adaptation à des conditions plus contraignantes, à des conditions qui pourraient être aussi plus agroécologiques, avec peu d'intrants, notamment. Alors, les intrants phytosanitaires soit, mais les intrants aussi tels que la fertilisation ou l'eau, vraiment essayer d'éviter d'utiliser de l'eau, eh bien, il faut étudier d'autres ressources génétiques. C'est des recherches qui ont commencé au sein de mon laboratoire par ma collègue Marina de Miguel Vega, qui est dans la salle aussi, pour étudier d'autres vitis sauvages et voir quelles sont leurs propriétés et si on pourrait les utiliser pour créer de nouveaux porte-greffes. Et aussi essayer de mieux comprendre le déterminisme de la résistance au phylloxéra, parce que comme je disais, une fois que la solution a été trouvée, eh bien les recherches finalement elles se sont un peu arrêtées, et les travaux que nous avons recommencés il y a une vingtaine d'années maintenant visent aussi à essayer de mieux comprendre les propriétés des porte-greffes. Voilà. Alors, tu as parlé quand tu as montré en fait l'étendue en fait des dégâts faits par le phylloxéra aujourd'hui ou dans le passé. On voyait cette carte du monde. Tu as parlé rapidement en fait de la Chine. Tu disais en fait en Chine il n'y a pas beaucoup de problèmes au phylloxéra. Enfin, quelle en est la raison? Est-ce que c'est aussi parce qu'ils plantent dans le Ningxia, je me rappelle, est une région où il fait froid l'hiver, donc là il y a peut-être moins de problèmes. Mais dans le sud de la Chine, est-ce que c'est tout simplement qu'ils greffent aussi sur les mêmes porte-greffes Alors, je pense qu'il y a pas mal d'endroits qui ne sont pas greffés quand même. Alors, parce que peut-être ça n'a pas été introduit quand même. Soit ils ont leur propre filière de production de matériel végétal. Et puis alors après, dans tout ce qui est plutôt le nord, les conditions de production, c'est très froid l'hiver, donc ils enterrent la vigne. C'est très froid l'hiver, peut-être très chaud l'été. Et ça, c'est certainement des conditions qui ne sont pas favorables au développement du phylloxéra. Du phylloxéra, voilà. D'accord. Donc, bon, pour l'instant, après, des nouveaux vignobles sont plantés avec des plants greffés. Dans le Ningxia, par exemple, ils utilisent des plants greffés, ce qui pose certaines difficultés techniques parce que la greffe reste un point de fragilité quand eux, ils sont obligés d'enfouir les vignes l'hiver pour les protéger contre le froid. Et donc, il faut souvent les pencher. Donc ça reste un problème. Donc une fragilité mécanique. Une fragilité mécanique qui peut être liée à ça. Mais je sais que des pépiniéristes français vendent des vignes greffées, des plants greffés en Chine. Très bien. Est-ce qu'il y a une dernière question? Ah oui, voilà. Allez-y, lancez-le. C'est pas...
ne devrait pas poser de problème. Voilà, bravo. Bonsoir. Bonsoir. C'était très intéressant. Merci. J'ai une question. Au cours de promenade, j'ai trouvé un pied de vigne sauvage que j'ai cru, que j'ai identifié comme du noix et que j'ai bouturé. Et je suis extrêmement surpris de la vigueur de ce pied de vigne par rapport à tout ce que j'ai comme autres porte-greffes, etc. Est-ce qu'il y a eu des essais de greffage sur des pieds comme ça? Ouais, mais le noix, je crois que c'est du Vitis labrusca. C'était un peu comme l'Isabelle, et ils sont pas résistants au phylloxéra. Donc, en fait, c'est une des. Alors, ils sont pas suffisamment résistants pour être utilisés comme des porte-greffes. Ça peut peut-être passer dans votre treille, ou des choses. Mais ces hybrides de labrusca. Au départ, ils se sont dit, ah bah tiens, on va les utiliser comme porte-greffes. Et puis là aussi, il y a eu des polémiques entre les chercheurs à l'époque. Mais Vitis labrusca, alors c'est toujours pareil. Il y a de la diversité au sein des espèces, même au sein des espèces très résistantes. Il y en a qui sont pas totalement résistants ou pas très tolérants. Alors les porte-greffes, ce qu'il faut se dire, ils sont pas entièrement. Ils tuent pas les phylloxéras. Ils empêchent la population de se multiplier. Donc sur les racines, vous allez trouver quelques individus, mais les critères de résistance, il faut pas que la population se multiplie. Mais vous pouvez avoir des individus qui s'installent et notamment qui créent des nodosités. Ce ne sont pas les nodosités qui sont problématiques. Et ça a été démontré notamment par Alexis Millardet, un des premiers à faire de la génétique sur la vigne, et qui avait montré que le problème du phylloxéra, ce n'était pas les nodosités, c'était vraiment les tubérosités qui faisaient que là, c'était vraiment cette dégradation du système racinaire lignifié qui faisait une porte d'entrée aux parasites secondaires. Très bien, merci. Une autre question, oui, juste à côté. Oui, merci beaucoup. Moi, je suis quand même très surpris par le fait que vous nous avez dit qu'à partir du moment où on avait utilisé les porte-greffes, on avait tout à fait abandonné toute autre recherche concernant la destruction de ces bêtes. Alors, je suis donc très surpris parce qu'avec tous les moyens scientifiques qu'on a à l'heure actuelle, on n'a pas encore trouvé un produit pour tout simplement, entre guillemets, tuer ces bestioles. Parce que là, elles ont l'air, d'après ce que vous dites, de mourir de leur belle mort, là. Après, utiliser un moyen biologique pour le contrôler, plutôt qu'un insecticide puissant, et je pense que le sulfure de carbone ou le sulfocarbonate de potassium, c'était pas sans dégâts sur l'environnement et sur les applicateurs, etc., etc. Donc cette solution qui a été trouvée finalement naturelle, fondée sur la nature, est plutôt assez intéressante. Et éradiquer un parasite qui se met dans le sol, sur les jeunes racines, il va aller loin dans le sol, c'est la difficulté. Il traitait peut-être à 60 cm, mais s'il y avait une racine à 1,20 m, et ben le phylloxéra, il était sur cette racine-là. Bon, quand il y avait suffisamment d'oxygène, bien sûr, mais voilà, c'est quel que soit. Aujourd'hui, par exemple, c'est le contrôle des nématodes. On interdit les nématicides, c'est pareil. C'est des problèmes qui sont dans le sol, notamment des ravageurs, on appelle ça. Et si on peut trouver des solutions qui n'utilisent pas des produits chimiques ou quoi que ce soit, des insecticides, eh bien, cette solution-là, le greffage, ça veut dire que déjà en 1880, on avait trouvé une solution biologique au contrôle, à vivre avec. C'est bien vivre avec. On a le même problème pour d'autres pathogènes. Scaphoidus titanus, donc la cicadelle vectrice de la flavescence dorée, qui a un cycle aussi souterrain. Voilà, on n'arrive pas à trouver le produit magique pour s'en débarrasser. Voilà. Donc on essaye aussi plus des recherches de vivre avec et de biocontrôle, parce que ça nous semble peut-être plus
En tout cas, c'est probablement meilleur pour l'environnement. Voilà. Une dernière question, autrement on va devoir s'arrêter là. Je crois qu'on va remercier Nathalie. Et je voudrais faire un peu de la publicité pour ce livre d'un de mes prédécesseurs, Roger Pouget, qui était aussi directeur à ce moment-là. C'était un terme plus simple, le laboratoire. C'était du laboratoire de viticulture à Bordeaux, qui travaillait sur les porte-greffes et qui, quand il est parti à la retraite, a écrit ce livre qui s'appelle « Le phylloxéra et les maladies de la vigne ». Et j'ai beaucoup utilisé ce livre pour préparer cette présentation. Ça se lit très bien, c'est vraiment des éléments historiques. Et donc, si ça vous intéresse de continuer, n'hésitez pas, on peut le trouver sur Internet. Et voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est compliqué de synthétiser toute l'information qui existe sur le phylloxéra parce que ça a conduit à beaucoup d'écrits. On dit que peut-être en 10 ans, au moment du phylloxéra, il y a eu 400 à 500 articles qui ont été produits sur le sujet. Et donc, ce travail-là a le mérite un peu de faire le panorama de l'épopée. Merci Nathalie. Merci à vous. Merci à vous. Bien, donc ça, vous avez la prochaine conférence des vendanges du savoir, la minéralité du vin, la science derrière le mythe, et donc avec un collègue de l'université de Bourgogne, Jordi Ballester. Merci.